Je ne comprends pas une chose. Quand Zelensky lance plus de 620 drones sur Moscou et que la quasi-totalité est interceptée tandis que quelques-uns atteignent leur cible, une partie de la presse française et leur troll jubile. Mais lorsque Moscou ripostera dans quelques jours, les mêmes s'indigneront. Mais toutes ces attaques de drones ne changeront pas la réalité du terrain, ni ce que traverse actuellement le peuple ukrainien. Zelensky est sous pression. Les missiles manquent, l'argent se fait rare et les besoins militaires augmentent. Sa demande aux États-Unis de lui fournir davantage de missiles patriotes ou une licence témoigne de l'ampleur de ses difficultés. C'est le désespoir à la limite. Les stocks occidentaux sont sous pression, notamment à cause de l'Iran. Zelensky continue de solliciter ses alliés et de multiplier les déplacements dans les capitales occidentales pour obtenir toujours plus de soutien. Mais les stocks s'épuisent. Les contraintes industrielles se font sentir et certains alliés commencent même à montrer leurs limites. Sur le terrain, la situation reste extrêmement difficile pour l'Ukraine. Les infrastructures énergétiques et logistiques ont été durement touchées dans plusieurs régions, tandis que les difficultés d'approvisionnement se font davantage ressentir. Ils enlèvent des Ukrainiens pour les envoyer combattre la Russie. Si l'Iran était à la place de la Russie en ce qui concerne le conflit ukrainien, je peux vous garantir que tout serait déjà rentré dans l'ordre. Et voilà donc des drones britanniques qui servent à frapper directement le territoire russe. Et là, on ne parle pas d'ingérence ni de violation quelconque. On parle là d'un impact stratégique. Stratégique dans quel sens? C'est eux celles qui comprennent la définition. Mesdames et messieurs, mais c'est quand même terrible à quel niveau la Russie pardonne. Là, on utilise des drones britanniques pour frapper tout ce qu'on a vu, les dégâts qu'on a vus sur le sol russe. Et là, il est question des drones britanniques. C'est pourquoi je dis, si l'Iran avait été à la place de la Russie dans ce qui concerne le conflit Ukraine-Russie, je peux vous garantir que tous ces pays de l'OTAN se seraient déjà mis en ordre. Parce que l'Iran a la capacité de mettre de l'ordre dans la tête de certains pays qui se disent être belliqueux, et disent être impunis et qui peuvent agir en toute impunité parce qu'on nous dit entre parenthèses que la Russie a la particularité de respecter la légalité et le droit dit international. Mais là, l'Iran nous a prouvé qu'il n'en est plus question de garantir le droit international ou la légalité. Nous sommes dans un monde de la jungle. C'est pourquoi je le répète que si l'Iran avait été à la place de la Russie dans ce qui se passe sur le théâtre ukrainien, tout le monde se serait déjà mis au garde-boue, au respect. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Iran, on a compris une seule chose. Le collectif occidental ne respecte qu'une seule chose, le rapport de force. Et bizarrement, vous avez constaté que depuis un certain temps, les États-Unis ne parlent plus d'opérations sur le sol iranien. Qu'est-ce qui s'est passé par hasard? Nous sommes en train d'aller vers un scénario de queue de poisson. Les États-Unis qui ont plié simplement leur queue et qui sont en train de laisser l'Iran tranquille. Mesdames et messieurs, écoutez ce qui se dit en ce moment à Varsovie. La Pologne se prépare ouvertement à la guerre contre la Russie. Le vice-ministre de la Défense, Césari, le dit sans détour. Une guerre avec Moscou n'est plus un scénario évitable. Mais ce qui me fait rire dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est qu'il dit encore ceci. Nous nous préparons à la guerre en espérant qu'elle n'aura jamais lieu. Il renforce l'armée, il renforce la défense anti-drone. Il redoute une provocation russe de grande ampleur dans les prochains mois. Et il estime que la Russie pourrait reconstituer pleinement ses capacités d'ici 2027. Voici le ton. Il se prépare, il espère que ça n'arrivera pas. Mais il se prépare quand même. C'est le discours classique de celui qui a peur et qui veut faire croire qu'il contrôle encore quelque chose, mesdames et messieurs. Oui. Pendant ce temps, de l'autre côté, la Russie n'a pas besoin de crier qu'elle se prépare. Elle agit. Regardez la mer Baltique. La Russie y a déployé la frégate moderne Amiral Kazadonov, sorti de la flotte du Nord, mesdames et messieurs, quelques jours plus tôt. Le destroyer anti-sous-marin Amiral Levchenko, mesdames et messieurs, était déjà arrivé. Oui,
La Russie n'est plus en train de blaguer, mesdames et messieurs. Et pendant que euh, Varsovie s'entraîne à avoir peur, Kiev continue de sortir des chiffres. Ils disent que, en fait, un porte-parole de l'armée ukrainienne affirme que la Russie pourrait déployer des soldats nord-coréens dans ces régions frontalières pour libérer jusqu'à 20 000 militaires russes et les envoyer sur les secteurs les plus chauds du front, mesdames et messieurs. Ça vient après les déclarations de Zelensky qui parlait déjà de 30 à 50 000 soldats nord-coréens. L'Ukraine raconte que la Russie subit des pertes importantes et cherche à renforcer ses effectifs sans nouvelle mobilisation. Encore une fois, mesdames et messieurs, c'est le même schéma. On grossit les chiffres, on parle de remplacement, on essaye de faire croire que Moscou est à bout. Mais regardez la réalité en face. La Russie avance. Elle libère des localités, elle tient le tempo, elle intègre ce qu'elle reçoit. Et si des Nord-Coréens arrivent pour tenir des secteurs secondaires, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la gestion des ressources. On libère des troupes expérimentées pour les zones actives. On utilise des alliés pour sécuriser l'arrière. C'est de la stratégie, pas de la panique. Ça, il faut le dire, mesdames et messieurs. Pendant ce temps, la Pologne s'agite. Elle parle de provocations russes possibles dans les prochains mois. Elle se voit déjà en première ligne. Elle renforce, elle annonce, elle prévient. Mais qui provoque vraiment? Celui qui déplace calmement des frégates capables de tirer des missiles de croisière balistiques ou celui qui multiplie les déclarations alarmistes tout en espérant que la guerre n'aura pas lieu, mesdames et messieurs? La réponse est dans le ton. Varsovie parle de peur. Moscou déplace des navires, mesdames et messieurs. Et l'Europe, dans tout ça, elle regarde, elle commente, elle s'inquiète de la flotte de l'ombre, elle s'inquiète des missiles, elle s'inquiète des soldats nord-coréens, mais elle n'a toujours pas trouvé le moyen d'arrêter la progression russe sur le terrain. Les intercepteurs manquent, les stocks s'épuisent, les promesses de livraison se succèdent sans jamais combler tous les trous, mesdames et messieurs. Et maintenant, la Pologne se sent obligée de dire tout haut qu'elle se prépare à la guerre. C'est le signe d'un camp qui perd l'initiative, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs, Zelensky et ses porte-paroles peuvent continuer à parler des dizaines de milliers de Nord-Coréens. Ça fait de bons titres, ça justifie de nouvelles demandes d'aide, mais ça ne change rien au fait que c'est la Russie qui décide où et quand elle engage ses forces. Si elle choisit de remplacer 20 000 hommes à la frontière pour les envoyer plus loin, c'est qu'elle en a les moyens et la marge. La Pologne a peur d'une provocation. L'Ukraine a peur des renforts nord-coréens. L'Europe a peur des navires en Baltique. Et la Russie, elle continue, mesdames et messieurs, sans hystérie, avec méthode, avec des frégates qui arrivent, des destroyers qui se positionnent, des options en fait qui s'ouvrent. Vous voyez en fait la différence de posture. D'un côté, on annonce qu'on se prépare tout en espérant que ça n'arrivera pas. De l'autre côté, on déplace des bâtiments de combat capables de tirer des tiscons. D'un côté, on compte les soldats étrangers possibles. De l'autre, on libère des troupes pour les secteurs actifs. D'un côté, la crainte, mesdames et messieurs, la peur a changé de camp. Elle n'est plus à Moscou, elle est à Varsovie, qui se prépare en disant qu'elle espère ne jamais avoir à s'en servir. Elle est à Kiev, qui multiplie les chiffres de soldats nord-coréens pour expliquer ses difficultés. Elle est dans les capitales européennes qui regardent la Baltique et voient arriver les frégates russes. Elle est chez ceux qui avaient parlé sur l'épuisement russe et qui découvrent que Moscou reconstitue, déploie et avance en même temps. La Pologne peut renforcer, l'Ukraine peut annoncer, l'Europe peut s'inquiéter, mais les navires sont déjà en Baltique. Les options nord-coréennes sont sur la table, mesdames et messieurs. Le tempo reste du côté de ceux qui agissent sans avoir besoin de dire qu'ils se préparent en espérant que ça n'arrive pas. Eh bien, si cette analyse vous a plu, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde reçoive la vraie information. Et à la prochaine.